Bardouévre un homme pragmatique ou un homme ambigu? Salut Baptiste. Bonjour Olivier. Alors évidemment, Bardouévre a fait beaucoup parler de lui le week-end dernier avec une série d'interviews accordées à la presse francophone. Une fois n'est pas coutume, c'était à l'occasion de la sortie de son livre en français qui s'appelle Prospérité. Mais en fait, on a beaucoup parlé de lui cette semaine pour une autre raison. Qui est plus lié à l'actualité internationale. Alors pour mise en contexte rapide, la guerre au Moyen-Orient évidemment bouscule un peu tout, les prix de l'énergie flambent et évidemment on reparle de nos dépendances et c'est là que Bardouévre a dit eh bien un deal avec la Russie serait une solution envisageable à la fois évidemment pour conclure la guerre alors que les États-Unis nous lâchent petit à petit et sont préoccupés par d'autres champs d'action, mais aussi parce que ça permettrait de retrouver l'énergie bon marché. Et donc il l'avait dit, il faut arrêter le conflit dans l'intérêt de l'Europe sans être naïf vis-à-vis de Poutine. Il faut se réarmer et remilitariser la frontière. Et donc avec ce but de trouver de l'économie de bon marché, ça a fait jaser parce que Maxime Prévost, notre ministre des Affaires étrangères, a dit que c'est un signe de faiblesse au pire moment. L'Europe a dit nous on est en train de discuter de voir comment on peut sortir de la dépendance vis-à-vis de la Russie, on va plus racheter des molécules énergétiques à ce pays. Bref, ça a fait beaucoup de bruit. Il y a plusieurs grilles de lecture possibles. Mais clairement, il y a plusieurs grilles de lecture. Alors moi, une première que j'ai pour expliquer en fait cette sortie qui est assez offensive, on va le dire comme ça. C'est d'abord le pragmatisme, je dirais, de Bardouévre. Il est connu et reconnu pour ça. Il le dit lui-même. Ce que je dis, c'est en fait un peu du common sense. C'est-à-dire quoi que oui, la Russie, même après la guerre, sera toujours là. Que pour l'instant, on n'est ni indépendant militairement, donc on ne pèse pas militairement. Les États-Unis négocient sans nous. Lui pense, et je pense qu'il n'a pas tout à fait tort, qu'un accord va se négocier et que ça sera au détriment de toute façon des Européens puisqu'on n'est pas à la table. Donc ça, c'est son côté, on va dire, pragmatique, rationnel. Et puis il y a une autre grille de lecture, c'est peut-être aussi il aime bien dire, et il le dit lui-même, je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et ça c'est son côté sur la politique nationale aussi, on le connaît beaucoup là-dessus, pour enfoncer les portes, il a pas sa langue en poche, Bardouévre, mais il est très populaire en Flandre pour ça, et il commence même à être populaire à Bruxelles et un petit peu en Wallonie. Mais donc oui, ce pragmatisme... on peut en discuter, mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Les prix de l'énergie se mettent à flamber. Et lui, il venait de consacrer, on y viendra plus tard, mais un sommet sur l'industrie, sur la relance industrielle à Alden-Bilson et à Anvers. Il en était clairement à l'initiative. Et cette crise de l'énergie qui commence à arriver plombe un petit peu ce scénario. Et lui, il faut toujours songer qu'il a évidemment son port d'Anvers et cette relance industrielle, et pour ça il a besoin d'énergie, de pétrole et de gaz bon marché. C'est sa réflexion, en tout cas une première grille de lecture qu'on peut faire, il me semble. Tu as raison, et en même temps moi j'ai un point de vue un peu différent là-dessus, parce que j'ai l'impression, alors Bardouévre a fait de la prospérité son leitmotiv, c'était le thème de sa campagne électorale, c'est le titre de son livre maintenant. Mais ici, je vois ça un peu différemment, parce que il fait cette sortie qui a fait beaucoup de bruit dans une interview à l'Écho. Les termes étaient quand même pesés, ça a fait beaucoup de bruit, et puis lundi, comme par hasard, il est revenu en disant oui, mais on m'a mal compris, je disais bien s'il y a un accord sur lequel on s'entend à la fois l'Europe et les Ukrainiens. C'est pas la première fois qu'il fait ça, c'est-à-dire que, et on sait qu'en communication politique c'est devenu un peu un art, on lance quelque chose qui fait un peu, voilà, qui fait polémique, et puis derrière on rétropédale ou on corrige un peu, mais il y a rien à faire. Au bout du compte, on imprime toujours quelque chose dans l'opinion, et les deux restent, mais sans doute davantage le premier volet. Et ici, je trouve que
moi je parle d'ambiguïté parce que Bardouever a toujours eu ce côté, oui, la prospérité compte, mais on sait que fondamentalement, c'était d'ailleurs le titre dans un de ses autres livres, la communauté, l'identité nationale flamande en l'occurrence, sont importantes pour lui. Au Parlement européen, il est quand même dans le même groupe que Giorgia Meloni, la première ministre italienne, avec quand même des accents aussi un peu nationalistes, l'Europe des États, pour ne pas parler des côtés très conservateurs. Et tous ces gens-là ont des relations qui sont quand même parfois un peu floues avec la Russie, en tout cas dans le contexte de l'agression. Alors, s'ajoute à ça une autre raison. Tu parlais de pragmatisme, ça peut être du pragmatisme que De Wever sait qu'en Flandre, a fortiori dans un contexte de crise, des prix qui flambent, il a un adversaire qui peut être redoutable, c'est le Vlaams Belang, qui lui aussi est borderline sur ces questions-là et verrait d'un bon œil qu'on renoue avec la Russie pour avoir de l'énergie bon marché. Donc à mon avis, il y a un peu du ballon d'essai et un peu une conviction, qui est une conviction, hein, mais qui montre que De Wever joue un peu sur les deux tableaux. Oui. Mais alors, on avait eu ce débat un petit peu sur Euroclear, hein, où il avait déjà fait une sortie un petit peu... moi, là aussi, j'avais un peu une vision un peu différente, même si je sais que le mainstream était celui du fait de dire qu'il a bien réussi et qu'il avait raison. Hein, mais... En fait, dans ce dossier-là précisément, je séparerais un peu deux choses, c'est-à-dire que sur Euroclear, il a réussi effectivement à mettre en garde... Du risque financier que pesait sur Euroclear, qui est un acteur stratégique de la finance belge, européenne et par corollaire mondiale. Et ça, je pense qu'il est parvenu, et en ce sens, il avait raison, il est parvenu à convaincre ses collègues européens, la plupart, que là, il y avait un danger extrême au niveau financier. Et qui plus est évidemment au niveau belge, ce qui lui a valu un statut de quasi héros ici. Il a failli lui faire une statue. Par ailleurs, il a été soutenu presque par tout le monde au Parlement et tous les experts abondés dans ce sens-là. Hein. Et sa cote de popularité, j'y venais avant, a clairement grimpé ici en Belgique depuis lors. Après, en amont de tout ce dossier, hein, il y a eu cette conférence aux grandes conférences catholiques qu'il avait donné alors il adore ça, hein, les conférences, il fait rire toute son assemblée, dans le même sens que je disais avant, hein, il a un discours franc, les gens aiment bien ça, mais il avait dit de mémoire, je pense, c'était du style la Russie ne perdra jamais, ou vous rêvez si la Russie peut perdre. Et là clairement c'est un dossier qui a été porté au niveau international, où ses propos, finalement, ont peut-être, je ne sais pas, dépassé sa pensée, à mon avis pas, mais peut-être la portée, il ne s'imaginait peut-être pas ça. Et là, il y a clairement une partie de la presse européenne qui l'a eu dans le collimateur à ce moment-là, et qui ont qualifié par exemple la Belgique de principal actif. Il y a d'ailleurs un article dans Politico qui lui est resté entre les dents. Tout à fait. Où il s'en est pris aux journalistes en question. Il avait vilipendé effectivement le même journaliste, mais qu'est-ce que ça nous dit ? En lui disant après la question, je retourne dans ma dacha. Oui, dacha avec notre ami Gérard Depardieu, avec son ami Gérard Depardieu. Oui. Mais du De Wever tout craché, mais en fait, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que sur Euroclear, techniquement, pour résumer, il avait peut-être raison, il avait sans doute raison, il est parvenu à convaincre. Par contre, cette idée de la Russie qui sera toujours là, qu'il faudra bien reparler avec elle, germait déjà à ce moment-là. Donc on sent que c'est quand même quelque chose de réfléchi chez lui, quoi. Mais il y a deux choses. Hein. D'une part, effectivement, tu l'as dit dans cette séquence-là, c'est pour ça que ça confirme quelque part ce que je dis maintenant, c'est que il y a alors soit des signaux de faiblesse envoyés à Vladimir Poutine, comme l'a dit Maxime Prévost. Je pense qu'effectivement, dans un moment où les lignes bougent et où on sait qu'il y aura peut-être un accord à faire, mais c'est quand même particulier d'envoyer des signaux de faiblesse presque pour dire je capitule, ce serait bien qu'on fasse un deal. Parce pour négocier, comme technique de négociation, c'est peut-être on a vu compliqué. Mieux. Et dans le cas d'Euroclear, et c'est en ce sens-là que je dis parfois chasser les réflexes nationalistes, ils viennent au galop, c'est que quelque part avec ceux qui préconisaient, pour rappel, de ne pas mobiliser l'argent d'Euroclear pour lutter contre l'Ukraine, ils demandaient des garanties à ses partenaires européens, mais il y avait une forme de
à mes yeux, en tout cas de défiance, de se dire la solidarité européenne ne fonctionne pas, quoi. Parce que, alors tout le monde s'était peut-être pas engagé comme il devrait, mais on sent quand même qu'il y a une forme de réticence qui était là aussi. Donc c'est pour ça que je trouve que De Wever joue à la fois la carte européenne et en même temps, il est ambigu. Oui, c'est ça. Après, bon voilà, ça lui est parfois reproché, hein, mais jusqu'ici pas du tout prouvé. C'est le rapprochement peut-être de Wever avec la Russie ou de la NVA vis-à-vis du pouvoir russe. On sait bien que le RN, par exemple, pendant un temps a été approché, et clairement, les partis conservateurs, voire même d'extrême droite, ont clairement été rapprochés et favorisés par la Russie. De Wever était dans le groupe de Viktor Orban au Parlement européen, c'est plus le cas, mais voilà, mais il y a quand même des accointances. Par ailleurs, on ne sait pas s'il n'y a pas eu de téléphones qui ont chauffé, et peut-être même qu'il y a eu des menaces à l'encontre de Wever. Hein. C'est russe, je veux dire, c'est possible. Donc, oui, voilà. Après, moi, c'est pas ma thèse principale. Je dirais plutôt, j'irais plutôt, comme je le disais, vers le pragmatisme et vers, oui, parler à son électorat, parler à son industrie, parler à son port d'Anvers qui a besoin d'énergie bon marché, parler à la facture des Flamands. Ça, pour moi, c'est clairement son axe prioritaire. Alors après, au-delà, je peux pas ici le prouver ou le dire. En tout cas, il y a rien qui nous le prouve, le confirme pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que, et à la fois ce dossier Euroclear et maintenant la séquence au niveau de l'énergie, Bart De Wever s'est fait un nom sur la scène internationale. Et on le voit encore maintenant avec le sommet européen qui a lieu ce jeudi. Exactement, et j'y venais, hein, ce jeudi, le sommet européen qui devait concrétiser ces deux fameux sommets à Anvers et à Aldenbissen, qui est un petit peu éclipsé par cette crise de l'énergie, mais il va quand même en ressortir quelque chose, hein, pour l'industrie notamment. C'est des choses très concrètes, hein, comme peut-être une remise en question du marché carbone, hein, sans être trop technique. On a d'abord l'ETS1 qui est ici d'application, qui pourrait connaître des assouplissements, hein, donc c'est tout ce qui est industrie lourde et industrie énergivore, pardon. L'ETS2 qui, elle, concentre plutôt le chauffage et les transports, hein, donc de payer une taxe carbone, hein, comme on l'appelle, va peut-être être différé, enfin a déjà été reporté et pourrait être encore repoussé. Donc là, on voit clairement que les enjeux stratégiques de l'Europe, c'est-à-dire récupérer une autosuffisance énergétique, de récupérer de la compétitivité, se concrétisent par des choses dont il était à l'initiative. Donc vraiment, la Bart De Wever, en tout cas, fait polémique, clairement, mais il est au centre du jeu européen, ce qui pour un Premier ministre belge, où la Belgique a toujours été habituée à une forme de consensus, hein, voilà, on organisait les grandes conférences ici à Bruxelles, mais on ne mettait jamais un caillou dans la chaussure. Là, on voit qu'en tout cas, Bart De Wever se fait un nom et met la Belgique aussi au centre du jeu. En tout cas, que ce soit des urgences, ça ne fait aucun doute, et on peut même dire que l'Europe a bien trop tergiversé avant de réagir. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui à quel point de nouveau l'urgence nous rappelle et que les crises nous rappellent que c'est une urgence. Donc Bart De Wever va dans le sens de l'histoire, c'est clair. Maintenant, là encore, je m'excuse, je fais mon poil à gratter aujourd'hui, mais il y a un côté ambigu aussi. J'en veux pour preuve le fait que il y a un débat un peu en marge de ça, évidemment, mais enfin qui est important aussi sur le budget européen. Et des sources NVA, on apprend qu'ils sont pas très favorables à une augmentation du budget européen. Alors évidemment, il y a le fait que notre budget fédéral est compliqué et que on n'a peut-être pas d'argent à donner, mais c'est quand même de nouveau quelque chose qui est ambigu, quoi. Justement, c'est un moment sans doute où, pour aller dans le sens de l'histoire, on a besoin d'une Europe plus forte, on a besoin d'une Europe qui a plus de moyens, d'une Europe peut-être qui a plus de compétences. Hein. C'est quand même amusant de voir que la sortie de De Wever est arrivée plus ou moins au même moment qu'un colloque du Centre Jean Gaulle, service d'études du MR, sur la souveraineté européenne. D'ailleurs, Georges-Louis Boucher disant on a besoin d'un président européen élu au suffrage universel. Et là, on a des signaux qui sont un peu différents. Bart De Wever rejoint un peu le coin des frugaux, hein. C'est ceux qui veulent qu'on dépense moins pour l'Europe. On retrouve parmi ça, évidemment, les Pays-Bas. Donc il y a une logique
D'ailleurs, Bardouer ne s'en défend pas, qu'il y a une logique un peu orangiste, de retrouver le lien avec les Pays-Bas tel qu'on l'a connu dans le passé. Bon, il parle aussi du Benelux, bien sûr, mais enfin, on sent que c'est un peu ça son corps. La solidarité a ses limites aussi. Voilà, et c'est un corps qui est de nouveau idéologique et historique, au-delà du pragmatisme, tu vois. Exactement, mais là, je te rejoins, c'est aussi une autre grille de lecture, ça reste un conservateur nationaliste, et que donc, dans ce prisme, je ne pense pas qu'il soit anti-européen, par contre, c'est sa communauté flamande qui primera toujours. Et ici, je veux me référer à une caricature qu'a fait Nicolas Vado dans Le Vif, et qui illustre, à mon avis, tout le débat qu'on a en ce moment. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs et nos spectateurs le verront. Par contre, je vais la lire. Donc, on voit Bart de Wever avec son chat qui est assis sur ses genoux. Et alors, il dit malgré tout le pognon qu'on leur donne, ça ne mène nulle part. Ils se comportent comme des junkies. Son chat lui dit les Wallons. Point d'interrogation, il répond non, les Ukrainiens. Ouais, comme quoi, tu vois, je suis pas le seul à dire qu'il y a des ambiguïtés. Voilà, et donc on se souvient qu'à une autre époque, Bart de Wever traitait les Wallons de junkies assoiffés d'argent flamands. On ferme la parenthèse. Mais donc, oui, cette solidarité a pour lui ses limites. Et ça, on le ressent dans le débat frigo. Et puis, ça nous ramène au débat belge, où il a donné une interview dans Le Soir. Et il dit clairement que le confédéralisme reste une de ses priorités, et que si, à un moment donné, comme le montrent les sondages, on voit que le PS ou le PTB venaient à l'emporter à Bruxelles et en Wallonie, lui, il a sa solution de repli tout annoncée. C'est souvent ce qu'on dit, en fait, il est gagnant sur tous les fronts. Soit ces réformes structurelles fonctionnent et il continue en tant que Premier ministre de la Belgique, et il aime bien ce rôle, il l'a reconnu lui-même, c'est pas celui qu'il désirait, mais il en prend un certain plaisir. Soit les réformes ne fonctionnent pas, et je continue, je me replie sur la Flandre, et je dis que la Belgique ne fonctionne pas. En tout cas, il a plusieurs fers au feu, je rejoins sur mon idée d'ambiguïté, et c'est d'ailleurs une qualité pour un politique, c'est toujours d'avoir un ou deux coups d'avance. Bon, pour parler du contexte belge, on pourrait dire, sans être complotiste, que les mesures qu'il prend sont des mesures assez dures, qui sont parfois plus favorables à la Flandre qu'à la Belgique francophone, et qu'au bout du compte, le fait de provoquer des manifestations, des grèves, le fait de provoquer un vote francophone pour le PS ou le PTB, comme tu l'as dit, c'est ce que les sondages montrent maintenant, c'est peut-être même voulu. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose là-dedans qui l'arrange parce qu'il a renoncé aujourd'hui à son agenda communautaire et demain, il pourra le remettre sur la table. Alors, je ne dis pas que tout est calculé dans ce sens-là, mais je pense que ça peut être le cas. Et d'ailleurs, son ambiguïté, il la cultive lui-même. Quand il parlait de la réforme sur les allocations de chômage, il disait à la presse francophone, c'est formidable, on a besoin, d'ailleurs en Wallonie, ce sera profitable, etc. Mais à la presse flamande, il disait, c'est bénéfique pour la Flandre. Voilà, il disait même c'est une réforme communautaire. Donc l'ambiguïté, il la cultive, et je pense qu'à dessein, et je pense que dans le cas, là aussi, dans le cas du deal avec la Russie, peut-être qu'on lui dira il avait raison avant tout le monde, parce qu'on devra sans doute plier face au désir de Vladimir Poutine, qu'on devra reconstruire un espace européen différent après la guerre. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, ça laisse quand même un petit goût amer, je trouve. Eh bien, merci Olivier. Merci Baptiste. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.